La lumière du matin se faufilait doucement à travers les larges fenêtres du palais présidentiel de Ouagadougou. Le jour naissant embrassait la pierre chaude des murs, alors que le président Ibrahim Traoré se tenait debout, silencieux, observant la ville qui s'éveillait lentement à ses pieds. Dans cette tranquillité suspendue, il était loin d'imaginer que la plus grande menace pesant sur son pouvoir ne se trouvait ni au-delà des frontières, ni dans les cercles d'opposition. Elle ne venait pas de l'extérieur, elle était là, toute proche, blottie à ses côtés dans le lit conjugal. Invisible, intime, insoupçonnée, Isata, sa femme, son pilier, celle à qui il avait confié son cœur, ses secrets, ses silences. Elle représentait, aux yeux du peuple comme aux siens, l'élégance discrète et la loyauté tranquille. Mais derrière ses sourires familiers et sa tendresse maîtrisée, elle dissimulait un secret si lourd, si profond, qu'il aurait le pouvoir de faire vaciller non seulement la présidence, mais aussi l'homme. Ce n'était pas une simple dissidence. Ce n'était pas une ambition dissimulée. C'était bien plus dangereux que cela. C'était de l'espionnage. Une trahison tissée avec la précision du cœur. Chaque matin, il partageait un rituel devenu sacré avec les années. Du café fumant, des regards complices, des gestes doux échappés du silence. Ce matin-là, encore, leurs mains s'effleurèrent en attrapant leur tasse. Elle lui adressa ce sourire tendre qu'il connaissait par cœur. Et lui, mécaniquement, le lui rendit. Mais quelque chose, au fond de lui, s'était déjà mis à grincer. Un détail presque imperceptible. Une ombre dans son regard. Une hésitation dans sa voix. Un baiser trop long, mais étrangement distant. Ibrahim avait l'habitude de lire entre les lignes. Et ces derniers temps, les lignes d'Issata devenaient floues. Elle veillait de plus en plus tard, quittait la chambre à pas feutrés, inventait des excuses vagues sur des appels venus de l'étranger. Des conversations au téléphone trop longues, trop secrètes. Aux questions, elle répondait par des détours. « Un ami de l'extérieur », disait-elle simplement. Mais les gardes du palais, eux aussi, avaient remarqué les déplacements nocturnes. Les dossiers changeaient de place entre les ailes du bâtiment, les changements subtils mais troublants. Personne n'avait osé l'accuser. Rien n'était jamais concret. Pourtant, un malaise silencieux flottait. Le capitaine Dio s'était présenté un soir, visage grave, pour évoquer de petites anomalies, des failles infimes dans les connexions aux fichiers confidentiels, un rapport manquant, une modification suspecte dans le calendrier des accréditations. Rien de certain, avait-il dit, mais ce sont les fissures discrètes qui laissent entrer le froid. Ibrahim avait hoché la tête, l'esprit troublé. Car s'il avait donné à Isata les clés de sa maison, de son pouvoir et de son âme, il ne pouvait ignorer cette vérité naissante. Même l'amour le plus solide peut cacher un abîme. Un après-midi de pluie, alors que le ciel pleurait doucement contre les vitres de la bibliothèque présidentielle, Ibrahim avait voulu s'accorder 1 heure de solitude. Un moment à lui, loin des conseils, loin des ordres, loin du fardeau du pouvoir. Il flânait entre les rayons, caressant les reliures de livres offerts ou collectionnés au fil des années. L'un d'eux attira son attention. Il dépassait à peine. Une reliure plus épaisse, en cuir usé. Il tira dessus. Un déclic discret résonna. Le mur derrière bascula légèrement, révélant un compartiment dissimulé. Le cœur battant, il avança la main. À l'intérieur, un dossier brun, une clé USB, un enregistreur minuscule et une chemise crème marquée de simples initiales. IT, Isata, Traoré. Tout s'arrêta autour de lui. Il inséra la clé dans son ordinateur sécurisé. Les fichiers s'ouvrirent, horodatés, organisés. Des listes de noms, des comptes rendus de réunions confidentielles, des photos prises de l'intérieur même du palais. Les angles étaient impossibles à ignorer. Ces clichés avaient été pris par quelqu'un vivant dans l'intimité du pouvoir. Il lança un enregistrement. Sa propre voix emplit la pièce. « Dites au général Hugo de retarder l'assaut. On attend le signal du Mali. » Cette conversation avait eu lieu en cercle restreint, dans ses quartiers privés, entre 3 personnes seulement.
Personne d'autre n'était présent. Et pourtant, chaque mot était là, gravé, révélé. Il en lança un second. « Issata, rappelle-moi de parler au ministre de l'Éducation demain. » Le simple fait d'entendre son prénom suffit à lui glacer le sang. Il tourna lentement les pages du dossier crème. Notes manuscrites, cartes annotées à l'encre rouge, plans de déplacement, itinéraires officiels et non officiels. Il n'y avait ni signature ni aveu clair. Mais l'accumulation des preuves était accablante. Chaque page tournait comme un coup de couteau dans la poitrine. Et bientôt, l'incrédulité fit place à la douleur. Et la douleur à une colère glaciale. Elle était là, dans chaque décision, chaque stratégie, chaque confidence. Et si tout cela était réel, alors elle avait tout transformé en armes. L'amour, la loyauté, la confiance, tout. La pluie redoubla. Un rythme sourd contre les vitres. Mais à l'intérieur, le silence était plus assourdissant encore. Ibrahim restait immobile, le regard fixé sur les documents. Ce n'était plus une intuition. Ce n'était plus un soupçon. C'était une trahison. Et elle vivait sous son toit. Lorsque l'horloge du palais sonna minuit, il convoqua en urgence son cercle restreint. Dans une salle faiblement éclairée, autour d'une grande table de bois, il s'assit, le visage fermé, le regard noirci. L'atmosphère était lourde, électrique. Le colonel Fatima entra la première, droite comme une lame. Derrière elle, la capitaine Vedra Ogo, les traits tirés, suivie de 2 hauts responsables du renseignement. Personne ne dit un mot. Ibrahim déposa simplement la chemise crème au centre de la table. Sans grand discours, sans effet de style. « J'ai trouvé ceci », dit-il d'une voix basse, mais ferme. À l'intérieur, des enregistrements de nos réunions les plus sensibles, des clichés issus de zones sécurisées et des documents compilés avec soin, méthodologie et trahison. Un silence de glace s'abattit. Le colonel se pencha, le front plissé. La capitaine, elle, posa instinctivement la main sur son arme, comme si l'ennemi pouvait surgir de l'ombre à tout moment. Car cette nuit-là, ce n'était pas une menace extérieure qui les préoccupait, c'était la guerre, et elle avait commencé au cœur même de la maison présidentielle. Et maintenant, ils devaient choisir, protéger la vérité ou se laisser détruire par elle. Le président Ibrahim Troué découvre que sa propre épouse, Issata, a été manipulée par un réseau de renseignements étrangers visant à infiltrer et déstabiliser la présidence. Dans une atmosphère lourde de silence et de trahison, il choisit de ne pas agir avec vengeance, mais avec vérité et dignité, confrontant Issata en privé pour comprendre avant de juger. Elle révèle avoir été menacée, sa sœur, son neveu, tous en danger si elle refusait de coopérer. Malgré sa trahison, elle affirme l'avoir toujours aimé. Troué ne cherche pas l'absolution, mais la compréhension, déterminée à ne pas laisser cette attaque personnelle affaiblir la nation. L'enquête confirme qu'Issata était un maillon d'un vaste complot occidental, un piège émotionnel tissé dans l'ombre. Dans un discours télévisé historique, le président s'adresse à la nation avec dignité, clarté et force morale. Il transforme la blessure en force, appelant à la résilience nationale, à la vigilance émotionnelle et au renforcement des institutions. La lettre dans sa main tremblait à peine. « Mon amour, je ne sais plus si c'est toi le président ou l'homme que j'ai épousé que j'écris ici. Peut-être les deux. Ce que j'ai détruit, je ne peux le reconstruire, mais je peux confesser ce que j'ai tué. Il y a un nom que je n'ai pas prononcé ce soir-là. Celui qui m'a regardé dans les yeux, celui qui m'a murmuré « Nous savons où dort votre sœur. » Il est plus proche que tu ne l'imagines. Troué releva les yeux. Le silence ne l'étouffait plus, il l'éclairait. Et quelque chose en lui comprit. Ce n'était pas fini. Une autre vérité attendait, plus insidieuse. Pas une conspiration étrangère, mais une trahison intérieure,